Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde. Signent de gros contrats. Écœurent pas mal de monde. Et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode des Dérangeants. Je dis nouvel épisode, mais c'est le dernier épisode de cette saison des Dérangeants. Fait que je vous avertis, là, on est tous bien émotifs pendant la prochaine heure. Et pour m'accompagner aujourd'hui, il y a Alex Mency de Mango Software qui est là. Allô, Alex? Salut, Pat. Noah Redler de Arch Innovation aussi. Allô? Bonjour, Pat. Et Étienne Crevier est là. Étienne de Biogénique. Salut, Pat. Allô tout le monde. Merci beaucoup d'être là. C'est donc, je le disais, c'est le dernier épisode. Aujourd'hui, le thème, c'est dette et financement. On va s'en parler un petit peu plus tard. On aura aussi avec nous Christiane Germain, quand même pas rien. Christiane Germain, donc évidemment du groupe des hôtels Germain. Juste avant de commencer ça, je vais quand même situer les gens. Vous rappeler qu'on est sur Zoom, contrairement à nos habitudes de départ où est-ce qu'on était en studio. Et évidemment, c'est parce qu'on est le 25 juin. La pandémie n'est pas terminée. Elle est loin d'être terminée. Mais donc, c'est ça, l'enregistrement là, se fait le 25 juin pour vous aider à vous situer. Donc, on y va avec les coups de cœur et les coups de gueule. Je vais débuter avec toi. Tiens, Alex, c'est parti. C'est un coup de cœur ou un coup de gueule? C'est un coup de gueule. Écoute, durant la pandémie, la plupart des restaurants sont restés en vie en utilisant des services comme Skip the Dishes ou DoorDash. Et là, maintenant que leurs salles à manger sont réouvertes, je me rends compte qu'un paquet de restaurants de qui je commandais ont tout simplement quitté ces plateformes-là. Et je trouve ça très dommage parce que c'est une opportunité d'agrandir leur clientèle. Leurs salles à manger ne sont pas ouvertes en totalité en ce moment et ils font juste simplement m'abandonner en tant que client. Moi, si j'avais un conseil à leur donner, là, j'aurais mis des petits flyers après ma commande, dire « Hey, viens nous voir en salle à manger, on va te donner un rabais. » Quelque chose de genre au lieu de tout simplement rejeter du revers de la main ma clientèle. Donc, c'est vraiment désolant pour une industrie qui tire de la patte et qui va avoir beaucoup de misère dans les prochains mois. Je trouve que c'est pas une très bonne attitude. C'est abandonné, Alex? Oui, je me sens abandonné. Je ne pourrais pas commander mon repas favori, Pat. Noah, est-ce que c'est un coup de cœur ou un coup de gueule? Ça va être un coup de cœur aujourd'hui. Notre ami Étienne m'a partagé un article qui annonçait que le gouvernement ontarien a décidé d'apporter des changements assez importants au curriculum de mathématiques où ils vont introduire aux élèves ontariens pour apprendre à coder et établir un budget dans leur salle de classe. Ça, c'est pour les écoles primaires. Et je trouve ça assez hot parce que c'est quelque chose qui sont des compétences qui sont assez importantes dans la vie, de plus en plus importantes, particulièrement quand les gens veulent devenir entrepreneurs. Et ce n'est pas vraiment abordé comme sujet dans les écoles primaires. On attend très longtemps avant de vraiment avoir cette expérience. Alors, félicitations et j'espère de voir ça ici au Québec. Effectivement, belle initiative. Tu as fait raison. Étienne, est-ce que tu y vas d'un coup de cœur, d'un coup de gueule aujourd'hui? Comment te sens-tu? Ça c'est un coup de gueule, en fait, un coup de gueule contre le manque de transparence sur les dépenses gouvernementales et la fête nationale qui a eu lieu hier, en fait, était via Instagram Live, Facebook Live, mais ils ont eu les mêmes subventions, les mêmes grands partenaires et c'était la Ville de Montréal, même si c'était tourné à Trois-Rivières, Hydro-Québec, la SAQ, donc toutes des subventions paragouvernementales ou même gouvernementales. Et je me demande juste si on reçu même les mêmes montants alors qu'il y avait techniquement pas de fête nationale, mais c'est juste un show télévisé. Alors, et j'ai cherché l'information de savoir comment ça a été utilisé, où c'est allé, combien ils ont reçu, et ça n'existe pas. Parfait. Ben écoute, on en prend bonne note. Merci beaucoup. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! Les choix qu'on fait ont un impact sur le monde qui nous entoure. Tu as une grande idée d'entreprise, une idée qui pourrait changer et améliorer la vie de ton quartier, de ta communauté, de tous les Canadiens? T'as entre 18 et 39 ans? Futurpreneur Canada t'aide à te lancer. Tu le sais, développer un produit, créer un site web, ça prend du cash. Et la bonne nouvelle, c'est que Futurpreneur, c'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement pouvant atteindre 60 000 $, du mentorat jusqu'à 2 ans et des ressources gratuites aux nouveaux propriétaires d'entreprises. De quoi te faire commencer du bon pied. Comme des milliers d'entrepreneurs, fais le choix de bâtir une grande économie canadienne. Pour être connecté à un représentant, contacte info@futurpreneur.ca. Les Dérangeants.
L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'œuvre vous donne des maux de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. Elle est coprésidente de Germain Hôtel et une actrice de premier plan, j'ai envie de dire, dans la vitalité économique du pays depuis de nombreuses années. C'est un plaisir d'avoir avec nous dans Les Dérangeants aujourd'hui Christiane Germain. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir d'être avec vous autres. Bienvenue chez nous, j'ai envie de vous dire. Puis je réinventerai pas la roue comme première question. Là. On va situer les gens. On est le 25 juin présentement au moment de l'enregistrement. Voyez-vous un peu de lumière au bout du tunnel ou au contraire, là, c'est encore totalement obscur dans ce qui vous attend au niveau du secteur de l'hôtellerie? Ben, je vous dirais qu'il y a quelques régions du Québec et du Canada qui semblent vouloir bouger un petit peu. Alors oui, il y a un petit éclairci. Juillet, août, là, devrait être 2 mois pas pire. Et quand vous voyez ce qui se passe du côté sud de la frontière avec la pandémie qui reprend de plus belle, il reste que les Américains, je suppose que pour vous, ça reste une clientèle importante aussi, là. La clientèle américaine est une clientèle importante, surtout pour les centres-villes. Quand je pense à Montréal, quand je pense à Toronto, c'est des clientèles effectivement qui sont essentielles. Et là, on le voit là. Quand je dis qu'il y a certaines régions où on voit des éclaircies, c'est plus du Charlevoix, du Ville de Québec, dans l'ouest, Saskatoon, Calgary, mais les centres-villes comme Toronto, Montréal, c'est actuellement là, c'est très plat. Et effectivement, je pense que tant et aussi longtemps que la clientèle américaine internationale ne sera pas en mode voyage, ben ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est Christiane Germain pour essayer de pallier à ça? J'ai vu à un moment donné qu'on parlait là particulièrement à Montréal, vous l'avez nommé, de 10 à 15% uniquement de taux d'occupation. Comment on fait pour se réinventer? C'est le mot à la mode, là? Écoutez, je serais inventé, on pourra pas changer les heures de sommeil des gens, on pourra pas, les gens dormiront pas. Alors, il y a des limites à se réinventer. Je pense qu'on peut s'adapter à certaines situations. On travaille beaucoup actuellement à changer un peu le profil, aller chercher une autre clientèle. Vous allez voir dans les semaines, dans les mois qui viennent, on va essayer de développer une autre clientèle parce que pour nous autres, le groupe Germain, notre clientèle de base a toujours été la clientèle d'affaires. La clientèle d'affaires, à mon avis, sera un peu longue à revenir. Alors là, on travaille des nouveaux produits. On a mis en place un produit en fin de semaine, là, un produit tout inclus à saveur locale. Et c'est des produits qui, on espère, vont nous aider à attirer des clientèles justement plus locales qui étaient habituées à aller dans le sud pour justement puis qui étaient des consommateurs de ces formules-là. Alors là, on essaie d'amener ces formules, ce type de formule tout inclus dans certains de nos hôtels pour justement donner aux gens un peu ce qu'ils veulent et nous permettre de changer un peu le type de client que nous avons depuis finalement 30 ans. Tu sais. Okay. Alors, c'est pas c'est ça, s'adapter et vous savez, je pense que dans un contexte comme celui qu'on vit, l'agilité est probablement la qualité la plus importante pour un entrepreneur. Pas juste avoir des idées, il faut avoir la capacité de les mettre de les exécuter rapidement. Alors, c'est ce qu'on fait. De ce temps-ci, là, on a des idées, oui, mais pouf, si on veut que ça marche, on n'a pas beaucoup de temps pour réagir. Je peux comprendre que ça bouge plus dans les régions. Moi, comme quelqu'un qui habite dans la ville de Montréal, moi, j'ai hâte à sortir de la ville et de se retrouver dans les régions, dans la nature. Mais je suis curieux, est-ce que le comportement de vos clients a changé? Est-ce qu'ils demandent des mesures différentes dans les hôtels, de peut-être rentrer directement à leur chambre sans avoir besoin de passer à l'accueil? Qu'est-ce qui change avec vos interactions? Pour répondre à la question, oui, effectivement, là, la propreté dans un hôtel a toujours été un élément important, mais c'était pris pour acquis. On en entendait parler quand le client arrivait dans une chambre, puis malheureusement, la préposée au confort avait oublié de vider une poubelle, mettons. OK, là, c'était épouvantable, là, on savait pas comment nettoyer des chambres. Alors, mais ça prenait une situation comme ça pour qu'on en entende parler. Aujourd'hui, les gens appellent, demandent des informations, puis ils nous parlent de la
propreté, puis qu'est-ce qu'on fait pour nettoyer les chambres, ils nous en parlent beaucoup plus qu'avant. Ils veulent savoir, tu sais, à la limite, là, les produits qu'on utilise, puis quelles sont les mesures. Bon. Alors, et c'est tout à fait normal. Puis, tu sais, je dirais que les gens qui vont dans les hôtels, c'est pas la catégorie des anxieux. Tu sais, dans cette histoire qu'on vit, là, il y a des gens qui sont très anxieux, qui ont peur que le virus saute sur eux autres, tu sais, puis ils sont toujours très, très nerveux. Ces gens-là, ils voyagent pas. Ils vont rester chez eux, puis ils vont rester dans leur environnement immédiat, puis ils vont être très, très prudents. Nous, les gens qui viennent nous voir, c'est les gens qui sont ils font attention, mais ils ont le goût de sortir, ils ont le goût de prendre l'air. Alors, ils arrivent à l'hôtel, ils ont le goût de voir des gens, ils ont le goût d'être reçus, ils ont le goût qu'on leur dise bonjour. Tu sais, ça fait partie de l'expérience. Et puis, à venir jusqu'à maintenant, je vous dirais que ça fait pas longtemps que qu'on a commencé à avoir des gens. Là, ça fait peut-être une dizaine de jours. Alors, là, ils sont contents, là. Non, ils ont pas le goût de dire donnez-moi ma clé ou non, ils veulent avoir du contact avec les gens. Et on essaie de leur en donner tout en respectant la distanciation physique, évidemment, puis toutes les règles qui nous sont imposées. Puis moi, je pense que ça c'est ça, là, ça va. Faut faire attention, faut juste faire attention que les règles soient respectées. C'est ça notre défi. Parce que moi, on va en avoir une deuxième vague, là, mais je voudrais pas qu'elle soit aussi importante que la première, parce que on va peut-être passer à travers la première, mais je sais pas si on va passer à travers la deuxième. Là. Puis comme société, là, je parle pas juste comme moi. Là, Étienne? Christiane, vous avez été en affaires depuis plusieurs années. Longtemps. Longtemps. J'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous avez fait. Vous avez parti avec votre frère, dans le fond, dans la région de Québec en restauration. C'est sûrement pas la première crise que vous vivez comme entrepreneur, mais est-ce que c'est la pire? C'est la pire, de loin la pire, de loin. Tu sais, je veux dire, on a eu beaucoup d'épreuves, tu sais, des choses qui arrivent dans la vie normale d'un entrepreneur. Là, tu sais, il y a des choses qui arrivent qui sont très difficiles. Puis on a vécu toutes les crises économiques qu'on a connues dans les 30 dernières années, tu sais, puis mais ça c'est du jamais vu là, tu sais. Écoute, tu perds du jour au lendemain, tu perds 95% de tes revenus là. Il y a pas beaucoup de monde qui peuvent passer à travers ça là, tu sais. Alors non, c'est de loin la pire, et l'incertitude qui est reliée à la reprise aussi, tu sais. Alors je te dirais que je vois pas. On n'a jamais vécu quelque chose d'aussi gros en termes de crise. Puis je sais pas là, si on va vivre d'autres choses comme ça. Là, à part, tu sais, si à un moment donné tu tombes malade, la santé, puis là t'es pas capable. Là, mais non, c'est du jamais vu. Hein. Puis en même temps, il y a d'autres entreprises, il y a d'autres organisations qui vont super bien. Tu sais. Alors moi, je m'accroche à ça. Je me dis. Nous autres, ça va mal. Ça va super mal. Un petit peu de lumière, là, mais ça va mal. Mais ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a du monde, ça va bien. Alors, ces gens-là, à un moment donné, ils vont sortir, ils vont faire quelque chose, je compte pas sur eux pour relancer l'économie, mais je me dis, il y a un nœud d'entrepreneurs, d'entreprises où ça va bien. Puis je pense qu'ils vont nous repartir un peu, tu sais. Vous avez dit tout à l'heure, Mme Germain, que c'est bien beau avoir des idées, là, mais là, il faut les exécuter, les exécuter plus rapidement. Est-ce que c'est une situation qui commande un peu plus d'autorité de la part d'une gestionnaire à ce moment-là? Et si oui, une main de fer, peut-être? Non, c'est ça. Ici, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Très. Ouais. Moi, je suis moins à l'aise avec on fait le tour de tout le monde, puis on va chercher le consensus dans la décision. Puis des fois, je me retrouvais dans des situations où je trouvais que ça prenait du temps. Je trouvais que on n'aboutissait pas. Je disais à mes équipes, non, c'est correct. Je pensais qu'on avait, mettons qu'on faisait le point sur une situation, puis ils me disaient, bon, on n'est pas encore prêt, mais je pensais qu'on avait décidé qu'est-ce qui prend autant de temps, tu sais. Alors, et là maintenant, ben c'est revenu un peu à mon rythme. Hein. C'est sûr qu'on n'a pas de temps, puis je dirais pas autoritaire, j'ai pas besoin de l'être parce que tout le monde, nos équipes sont maintenant beaucoup plus petites
elle est plus petite qu'elle était, l'équipe de direction, l'équipe des exécutions. Alors, tout le monde réalise qu'on n'a pas de temps à perdre et on s'en fâche pas dans les fleurs du tapis, comme on dit. Non, mais je suis content de voir que vous partagez un petit peu le point de M. Legault, là, qu'il faut arrêter au Québec de faire des comités, de penser, faudrait peut-être décider un jour. Parlant de votre équipe, au mois de mars, vous aviez environ 1500 employés. Il en reste combien? Ah, écoute, il nous reste il nous reste actuellement autour de 250 employés. Donc, vous allez avoir toute une job de ressources humaines à aller chercher ces gens-là par la suite? Oui, définitivement. En fait, là, le défi qu'on a, c'est de garder, c'est évidemment ceux qu'on a conservés, ce sont les employés. Il y a des employés de première ligne, puis c'est comme n'importe quoi. Quand tu as à choisir, tu essaies de garder les meilleurs. Alors là, on a la crème de la crème. Il faut travailler pour les garder. Puis après ça, rebâtir. Mais moi, je vous dirais que si j'ai du monde, si j'ai des clients, rebâtir, c'est pas un stress pour moi. Donnez-nous de la business là, puis on va rebâtir. C'est pas, ça me stresse pas ça. C'est juste, faut juste passer au travers. Là. C'est ça qui est pas facile. Alors, j'imagine que vous êtes en train de faire beaucoup de planification stratégique en ce moment et planifier pour tous les scénarios qui peuvent arriver. Mais aussi, je suis curieux, comment est-ce que vous êtes en train de innover dans votre domaine? Est-ce que dans votre modèle d'affaires, dans l'interaction avec les visiteurs? Vous avez mentionné que cette expérience, les gens cherchent toujours à être accueillis, de rencontrer des gens. Mais moi, peut-être je suis un peu trop geek, mais moi, j'aimerais vraiment avoir une application Germain où je peux faire mon réservation et passer directement à ma chambre. Est-ce que vous êtes en train de réfléchir sur ce genre de différents modèles ou différents aménagements dans votre industrie? C'est intéressant que vous parliez de ça. C'est à titre d'exemple, on avait débuté un prototype à l'aéroport de Pearson pour des enregistrements sur kiosque, l'enregistrement automatisé. Et c'était long. Tu sais, ça aboutissait pas, là. Ça faisait partie des projets, là, que je disais toujours, mais voyons, comment ça? Mais là, ça aboutit. Alors là, on a depuis maintenant 5 semaines, on a un enregistrement automatisé à l'aéroport de Pearson. Et puis, vous allez pouvoir, avec votre téléphone, vous enregistrer à distance. La chose qu'on n'est pas capable de faire, c'est que vous utilisiez votre téléphone pour ouvrir la porte, parce que cet hôtel-là a été construit il y a 8-9 ans, puis la technologie n'était pas existante. Mais au moins, vous allez pouvoir vous enregistrer avec votre téléphone, et quand vous allez arriver à la réception de l'hôtel Alt à Pearson, vous allez donner votre code et puis votre carte va sortir. Alors, vous n'aurez pas de contact du tout avec qui que ce soit. Alors ça, c'est un projet qui est en train de se faire. Puis évidemment, Pearson est notre test. Et puis à partir du moment où tout fonctionne, ben là, ça va être facile de le déployer partout dans nos autres hôtels. Un autre élément aussi, c'est que on avait dans notre plan marketing pour 2020, on avait une application Germain qui était prévue. Et je vous dirais que dans tout ce qu'on a laissé tomber, la seule chose que nous avons conservée, c'est l'application Germain. Alors, on essaie justement, donc on est en train là, de travailler pour la réaliser. Et alors, on fait le maximum pour justement nous amener encore plus loin, puis amener la technologie à un autre niveau dans notre entreprise et tout en conservant, parce que moi je pense qu'il y aura un équilibre à créer entre la technologie, comme quelqu'un comme vous, tu sais, je veux dire, c'est correct, mais il y en a qui vont avoir besoin de allô, comment ça va, tu sais, puis il faut respecter ça aussi. Et alors ça va être de créer l'équilibre, mais c'est sûr que la technologie va prendre beaucoup plus de place dans la prochaine année si on réussit à se maintenir, c'est certain. Ça prend des clients en premier avant de faire tous ces beaux projets-là.
Ben c'est ça. Mais tu sais, on pense que, tu sais, à un moment donné, faut que tu gardes ton ADN en vie aussi. Hein. Tu sais, il faut que tu sais, même dans des périodes comme celle qu'on vit, là, tu peux pas non plus être juste à la merci du corona, tu sais, de la COVID. Il faut qu'à un moment donné, tu sais, on est des entrepreneurs, on est dans notre domaine des innovateurs, puis ça fait partie de notre ADN. Puis si tu veux, moi je pense que si tu veux passer au travers, il faut que tu gardes ton ADN en vie. Autrement, tu sais, je veux dire, aussi bien faire, tu sais, dire, on ferme les portes, là, tu sais. Si vous aviez un conseil à donner sur comment avoir autant de succès dans le hors Québec, parce qu'on s'entend que la marque Al, vous en avez parlé à Pearson, ça fonctionne bien, vous avez des hôtels à Calgary, dans l'Ouest canadien. Puis nombreux d'entrepreneurs, moi le premier, qui a eu de la misère de sortir du Québec. Ça serait quoi le conseil que vous donneriez? En fait, c'est que, écoute, tu sais, moi, la formule magique, là, je la cherche encore. Tu sais, il y en a pas, en fait. Il n'y a pas une formule, je pense, qui s'applique à tout le monde, tu sais. Alors, moi, ce qui a marché pour nous autres, je pense, c'est que nous autres, quand on a commencé, parce que le premier marché qu'on a développé, c'était le marché de l'Ontario, tu sais. Et puis évidemment, tout le monde nous disait, allez pas là, vous allez vous casser à Margoulette. Puis tu sais, je veux dire, Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a ouvert notre premier hôtel à Toronto, c'était en 2003 et c'était l'année du SARS, là, tu sais, quand il y a eu le SARS à Toronto, là, nous autres on ouvrait un hôtel, tu sais, alors que l'Organisation mondiale de la santé disait à tout le monde à travers la planète, allez pas à Toronto parce qu'il y a une épidémie puis vous pouvez mourir, tu sais. Nous autres, on ouvrait un hôtel. Alors, ça a été extrêmement difficile, c'est certain, parce qu'il y avait pas personne. Mais nous autres, comme personnes, comme individus, on a été très, très, très présents avec nos équipes. Et ça nous a permis la transmission de la culture de l'entreprise, pour nous autres, a toujours été très importante. Et dans notre domaine, la transmission de la culture ça se fait pas juste, c'est pas de l'intelligence artificielle, tu sais, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, tu la communiques de personne à personne. Alors, ça a toujours été notre façon de travailler. Moi, si je veux que les gens travaillent comme je pense qu'ils devraient le faire, qu'il faut qu'ils comprennent qui nous sommes. Puis j'ai toujours été extrêmement présente partout à travers le Canada. À titre d'exemple, je pars dimanche. Je m'en vais faire, là, ça fait quelques mois, là, qu'on est sur Zoom tout le temps, là, tu sais, avec les équipes, puis qu'on rencontre toutes nos équipes une fois par semaine. Et là, je pars, je m'en reprends mon auto, puis je traverse le Canada, je m'en vais à Calgary, puis je vais rencontrer tout le monde face to face, tu sais. Et ça, pour moi, c'est ma façon de leur dire merci, parce qu'évidemment, on leur demande beaucoup d'efforts, mais en même temps, c'est ma façon de prendre le pouls de chaque endroit, puis je leur dis pas juste, vous faites partie d'une grande famille, en me déplaçant, puis en allant passer du temps dans chaque petit coin, ben puis eux autres deviennent nos ambassadeurs, puis je pense qu'ils nous aident à grandir dans différents marchés. En fait, c'est pour ça, moi, si cette formule-là va bien avec moi, va bien avec nous autres, va bien avec qui nous sommes, tu ferais la même chose, peut-être que ça donne rien, là, ça n'a pas rapport. T'sais. Alors, les formules magiques, faut pas c'est ça, c'est pas évident. Vous venez de dire que vous allez prendre votre voiture pour aller prendre le pouls de chaque endroit où vous allez vous retrouver. Est-ce qu'en ce sens-là, chaque hôtel qui se retrouve, que ce soit à Saskatoon, à Calgary, dans Charlevoix, Montréal, a comment dire, sa propre identité, ou si, au contraire, le Germain, c'est une identité en soi? En fait, c'est un peu des deux, tu sais, parce qu'il y a une marque, là, puis la marque, je pense qu'il faut respecter ça. Mais en même temps, notre modèle d'affaires repose justement sur l'embauche d'intrapreneurs. Chaque directeur d'hôtel, c'est sa business aussi, là, tu sais. Alors, faut leur donner la liberté, puis faut les rendre imputables, faut les rendre, eux autres, c'est leur marché. Alors, c'est à eux autres d'adapter leur façon de faire avec la marque
et le marché dans lequel ils sont. C'est pour ça, moi, en allant sur place, je suis capable de voir si justement ils tiennent cet équilibre-là, tu sais. Et ça, c'est des choses que tu vois beaucoup quand t'es sur place, parce que les chiffres te parlent. Ça, c'est sûr. Tu sais, c'est sûr, ça va bien ou ça va mal. C'est assez facile de le voir par les chiffres. Par contre, il y a des choses, en tout cas, je suis peut-être de la vieille école, là, mais il y a des choses que tu saisis quand t'es en contact avec les gens. En fait, ce que tu saisis, c'est souvent le pourquoi ça ne fonctionne pas. Et ça me paraît bien important parce que tu peux régler des problèmes de cette façon-là. Je vous confirme, Madame Germain, vous n'êtes pas de la vieille école. Je le fais aussi. Donc, je pense que c'est une bonne pratique. Merci, c'est le fun. Madame Germain, vous êtes très impliquée dans la communauté d'affaires, très reconnue dans la communauté d'affaires au Québec, au Canada, à travers le monde. Que vous entendez parler de vos différentes personnes dans les grandes industries, avec les grandes entreprises. Est-ce que les gens sont optimistes ou est-ce qu'on est vraiment toujours dans la crise? Moi, je pense que, tu sais, il y a un peu des deux, hein. Tu sais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Effectivement, je fais partie d'un groupe, là, d'une petite cellule de chefs d'entreprise, et puis c'est intéressant. On est peut-être une vingtaine, là, puis on se parle à tous les 15 jours. Et puis, des fois, je sors de là, j'ai un peu le moral d'être à long parce que les autres, ça va super bien. c'est formidable. Ils en reviennent, tu sais, je veux dire, ils font des chiffres comme ils en ont jamais fait. Puis bon, alors c'est pas égal. Et les gens, une chose qui est certaine, tu sais, dans mon domaine, à titre d'exemple, je lis beaucoup, je parle à d'autres chefs d'organisations hôtelières beaucoup plus grosses que la nôtre, parce que nous autres, il faut quand même comprendre là, qu'on est un mini-joueur dans cette industrie-là. Là. C'est le fun, se bâti, puis on en est très fiers, là, mais 18 hôtels, là, c'est une pinotte. Hein. Les gens à qui on parle, c'est des milliers d'hôtels partout à travers le monde. Alors, ces gens-là sont... il y en a qui sont moins optimistes que nous autres. Je parlais au président de Marriott et puis nous autres, les quelques points positifs par rapport à ce que nous avons, c'est que nous sommes une entreprise canadienne. Je vous dirais qu'entre 75 et 80% de ma clientèle est canadienne. Alors, je suis pas dépendante de la clientèle internationale. Ça, c'est la bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que j'ai pas des 500 chambres à remplir. Tu sais, notre moyenne est autour de 125, 130 chambres. Alors, je me satisfais de moins. En fait, de moins parce que j'en ai moins à remplir. Et l'autre chose, c'est que le type d'hôtel que nous sommes, les hôtels plus boutiques, qui n'ont pas une clientèle groupe, on est vraiment clientèle individuelle. Alors, tu sais, il y a des éléments qui font que on est probablement je pense qu'on va repartir avant 2024. Là, j'envisage un retour vers peut-être un semblant de normalité, probablement l'automne 2021, là, mais normalité, pas ce que c'était le 1er mars 2020, mais quand même, là, que je fasse un petit peu de, j'équilibre mes revenus puis mes dépenses, là, parce qu'actuellement, je me trouve très hot parce que j'entends plein de start-up dans la technologie, puis ils parlent toujours de burn rate. Là, je suis dans le burn rate. Là, je sais ce que c'est. Là, c'est juste du burn en ce moment. Là, je suis burn à mort. C'est incroyable. Alors là, c'est mon côté, c'est ça. Je me sens hot, là, tu sais. J'ai un burn rate de temps, là. Vu que vous amenez le sujet des startups, beaucoup de grandes entreprises comme la vôtre ont sollicité, ou pas directement, mais ont demandé que le gouvernement envoie plus d'aide financière. Notamment, vous avez parlé beaucoup avec le ministère du Tourisme là, pour aider l'industrie en général. Et dans l'entrevue que j'ai écoutée, vous disiez que vous ne vouliez pas endetter supplémentairement votre entreprise parce qu'un hôtel a déjà beaucoup de dettes là, quand ça ouvre.
Qu'est-ce que vous dites aux plus petites entreprises qui, eux, n'ont pas accès directement à cette aide-là du gouvernement? Bon, on a tout eu le fameux prêt de 40 000 $, mais ça reste un prêt, là. Mais pour certains entrepreneurs, pour garder là, tout ce qu'ils ont bâti, c'est des économies personnelles qu'on pelte dans l'entreprise, là. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Ben, je vous dirais qu'à ce niveau-là, là, on parle des petits entrepreneurs, là, des économies personnelles. Même les grands entrepreneurs vont probablement en arriver là aussi. Là, faut pas se compter l'histoire. Là, c'est pas, il y a pas juste les petits entrepreneurs qui vont avoir à vivre ce genre de situation-là. Puis je suis pas une experte en finance, là, puis je suis pas une experte en créativité financière non plus. Mais les prêts de 40 000 pour les petits entrepreneurs et même les prêts de 400 000 que le gouvernement québécois a mis sur pied, là, moi je pense que c'est des mesures pour nous autres qui sont un peu plus difficiles à utiliser, mais les plus petits entrepreneurs, je pense que c'est quand même, les taux d'intérêt sont quand même assez bas. Il faut comprendre que le gouvernement a pas voulu nous investir sans retour dans notre industrie. Puis je pense que le prêt à 400 000 avec une radiation de 100 000 au bout d'un certain nombre d'années, selon certaines conditions, est une solution qui peut aider justement les plus petits entrepreneurs. C'est pas inutile, ok? C'est pas inutile, ça peut servir. Et même nous, si on est capable, on va s'en servir. C'est pas ce qu'on souhaitait, mais ça peut aider. C'est mieux que rien parce que c'est sûr que l'idéal c'était de ne pas ajouter d'autres dettes parce qu'on en a beaucoup. C'est probablement le côté le plus difficile. En fait, la barrière à l'entrée dans notre domaine est très élevée à cause justement de ça, l'endettement. Donc, la question dérangeante, est-ce que Mme Germain va devoir faire un chèque à son entreprise prochainement? Tout est possible. Tout est possible. Il y a pas... c'est la vie d'entrepreneur, hein, des fois, il y a un petit côté... ça a l'air le fun. Puis c'est le fun, ceci étant dit. Là, j'ai plus de plaisir à le faire que... Mais l'entrepreneur, quand on dit que des fois, il se retrouve seul en haut, puis il y a des choix à faire, des fois qui sont parfois difficiles. Puis ça se peut que j'ai à le faire. Puis pour sauver mon entreprise, c'est sûr, voyons donc, tu laisses pas ça aller, là, tu laisses pas tout ça. Si vous voulez, on a reçu récemment Louis Morissette, qui est impliqué en production télé, dans le monde des spectacles. Ouais. Il nous disait que tout ce qui lui manquait, c'était un hôtel pour avoir été complètement touché par la COVID. Donc, si vous cherchez un investisseur, on peut peut-être vous mettre en contact. Non, effectivement, c'est le milieu culturel, le milieu du divertissement a été lui aussi un milieu extrêmement touché. Mais écoute, souvent on dit on a les épreuves qu'on est capable de prendre dans la vie, tu sais, alors on va essayer de passer à travers. Je vais conclure avec ça. Je passe du coq à l'âne, mais demain matin, je vais aller, par exemple, à l'Hôtel Germain dans Charlevoix. Je vais taper Hôtel Germain Charlevoix. La première chose qui va me venir, ça va être soit Expedia, soit Booking, soit Hotel.com. Est-ce que c'est bon pour vous, ça, ou si au contraire, on devrait se forcer le derrière puis appeler à l'hôtel ou aller carrément sur votre site? Non, c'est sûr que actuellement, surtout parce que Expedia, c'est des joueurs un peu incontournables ça touche depuis qu'ils existent, c'est devenu incontournable, je vous dirais. Ça nous a donné une visibilité à travers le monde. Mais j'ai toujours été très très claire là-dessus, tu sais. Ça nous coûte cher et surtout actuellement, je vois pas les avantages de réserver à travers Expedia ou Booking.com. Au contraire, et je vous remercie de me donner l'opportunité de le dire parce que vous allez réserver sur notre site. Premièrement, c'est beaucoup plus facile. À titre d'exemple, s'il arrivait quelque chose, vous réservez pour la deuxième semaine de septembre. Les politiques d'annulation, si on a à annuler parce que il y a une petite
il y a une petite deuxième vague dans la région de Charlevoix, puis les gens de Montréal ne peuvent pas venir à Charlevoix, ben, les politiques d'annulation sont extrêmement claires chez nous et vous avez pas de problème, tu sais. Alors, surtout dans les circonstances actuelles, je pense que la relation directe avec l'hôtelier est extrêmement avantageuse pour le consommateur. Alors, c'est ça. Merci de me donner l'opportunité, mais oui, s'il vous plaît, réservez chez nous directement sur notre site Internet. Christiane Germain, je vous souhaite bon courage. Je sais que tout le monde doit vous dire la même chose, mais... C'est apprécié. Merci, on en a besoin. On en a, mais on peut toujours en prendre plus. Vous êtes bien gentil. Merci beaucoup d'être passé par les dérangeants. Merci. Merci à vous. Ça a été très fun. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Je vous ai déjà dit mon coup de gueule, mais si je pouvais vous dire un coup de cœur, je le donnerais au groupe RP. C'est des chasseurs de tête qui ont su s'adapter à la nouvelle réalité. Ils ont tous les outils nécessaires pour être aussi efficaces qu'avant la crise. S'il vous manque une personne clé dans votre entreprise, donnez-leur un coup de fil. Ils vont savoir comment la trouver. Ils l'ont déjà fait avec plus de 2000 PME. Allez voir sur leur site grouperp.ca. Les dérangeants. Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com. Alors, avant de passer au débat, c'est l'heure de notre dernière question dérangeante de cette saison. Aujourd'hui, mes amis, je veux savoir, puis je la trouve cool pour vrai la question, je trouve ça vraiment le fun. En 3 ans, à faire du micro avec les dérangeants, qu'est-ce qui a le plus changé chez vous et qu'est-ce que vous aimeriez encore améliorer? Ben, moi, j'ai Étienne, toi? développé une passion pour la communication, faire des conférences, arriver avec une idée, bien la monter, la ficeler, parce que en tant que TDAH, tout se mêle dans ma tête. Des fois, ça rebondit, puis je suis incohérent. Fait que je trouve que en 3 ans, j'ai vraiment travaillé à être un peu plus direct, un peu plus clair, moins de mots pour plus passer un message. OK. Alex, je te vois sourire. Je pense que si on fait abstraction là, du côté affaires des dérangeants, je pense que l'apprentissage d'avoir une entrevue, de poser des questions, de faire de la radio, ça l'a grandement amélioré. Par contre, je pense qu'on pourrait encore faire mieux à ce niveau-là. Mais depuis la saison 2, qu'on est avec toi, je pense qu'on a atteint un niveau de professionnalisme un petit peu plus élevé qu'on avait avant. Et quand je me compare avec d'autres podcasts, je trouve que le nôtre est beaucoup plus structuré. Donc voilà, je pense que ça a eu, de joindre la famille, c'est quoi? Ça a eu que du positif. Je veux juste te rappeler que l'objectif, c'était pas de me lancer des fleurs, mais je les prends quand même. Je te remercie énormément. Je peux t'envoyer chier si tu veux, hein? Écoute. Noah, qu'est-ce qui a le plus changé chez toi, puis qu'est-ce que tu aimerais améliorer quand même encore? Mais tout simplement, je trouve que j'ai beaucoup plus de street cred dans les régions du Québec et j'aimerais que ça continue. Ah, nice! Moi, je trouve que beaucoup de street cred, Noah. Ah, c'est gentil, Étienne. OK. C'est bon. Tout le monde est prêt pour le débat maintenant? Yes. Ouais. Alors, le thème d'aujourd'hui, dette et financement. Je vous pose la question d'entrée de jeu. Est-ce que c'est correct? Mettons que tu es entrepreneur, là. C'est-tu correct à un moment donné ou l'autre ou régulièrement d'être endetté dans la vie comme entrepreneur? Ben moi, je vais me lancer d'entrée de jeu, Pat, parce que je trouve que c'est un sujet qui est trop tabou, mais tu peux pas être entrepreneur si tu n'as pas de dette et si tu n'es pas prêt à prendre la dette. C'est une épée de Damoclès, mais c'est un effet levier. Tu sais, tu pourrais jamais t'acheter une maison si tu prends pas une hypothèque dans la vie, en moins d'économiser pendant 30 ans. Mais c'est un peu la même chose. Une entreprise, c'est une maison, puis ça te prend de la dette, puis il faut que tu accélères, puis sinon, c'est juste une agonie très lente, là. Fait que la dette, c'est tough. Tu te couches le soir, tu es stressé, mais si t'es pas prêt à vivre avec ce stress-là, lance-toi pas en affaires. OK. Et pourtant, toi, Noah, je pense que tu es allergique, toi, au contraire, aux dettes, non? Oui, moi, je suis pas un big fan du dette. C'est à cause d'une expérience avec ma première entreprise quand j'avais 21 ans. Et vraiment, j'ai pris une prête de à peu près 50 000 $. J'avais jeune et c'était mon première entreprise. Je savais pas trop quoi faire. Et rapidement, bien comme vous pouvez imaginer, ça n'a pas très bien marché. Et j'étais pris avec ces dettes. Ça m'a suivi pendant le moitié de mes années vingtaine. Et c'était vraiment un stress en continu parce que je n'avais plus d'entreprise, mais la dette était toujours là était là pour me rappeler que j'étais pas capable de le faire. Là, avec mon entreprise actuelle,
j'ai vraiment bootstrappé ça de la début. J'ai mis 10 000 de ma propre argent pour investir et pour vraiment commencer l'entreprise. Mais à part ça, c'est vraiment juste à travers mes ventes. Et juste pour clarifier, je n'ai aucun problème avec la dette. Mais il faut vraiment penser, c'est quand le bon moment d'aller chercher une prête ou de vraiment s'endetter, parce qu'il faut vraiment avoir un regard sur l'avenir. Là, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai pris la prête de 40 000 proposée par le gouvernement du Canada, et ça me fait du bien, mais c'est parce que je sais que j'ai quand même un chemin devant moi et je sais comment je vais repayer cette dette. Ils sont des taux d'intérêt assez favorables, pas d'intérêt de tout avant 2022 en tout cas. Mais alors, je pense qu'il y a des autres options et d'aller directement vers ça, au moins que vous avez une infrastructure ou des aménagements importants à faire. Je dirais c'est quelque chose qu'il faut éviter parce que n'oubliez pas que c'est quelque chose qui rentre dans votre cash flow dès ce jour 1. Vous avez une dépense à repayer cette dette tout de suite et ça va toujours être là. Alors, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon de financer votre entreprise? Je sais pas. Je lance la question. Moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que ce qui m'a permis, ce que j'ai appris au fil des années, c'est que c'est pas nécessairement quand tu prends une dette, bon, OK, comme je partage la vie d'Étienne, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'en prendre une. Mais c'est important de choisir son créancier. Parce qu'un créancier, si, exemple, ça va pas bien ou quoi que ça, c'est avec lui que tu vas dealer. Puis je me suis rendu compte qu'il y a certains créanciers que je voudrais pas avoir. Tu sais, le prêt de 40 000 avec le gouvernement, ben j'aime bien avoir le gouvernement comme créancier que une compagnie de financement obscure qui te finance ça à du 15-16 % puis qui sont voraces, là. Donc ça, je pense que choisir le créancier, c'est super important. OK, mais justement, moi, tu vois, moi, je suis un néophyte là-dedans. Qui peut t'aider à financer une dette? Comment ça fonctionne? C'est-tu un Shylock? C'est-tu comme n'importe qui? Ou si c'est plus officiel, mettons? Alors, c'est toujours plus officiel. La seule chose, c'est que tu as des BDC, des PME Montréal, t'as énormément beaucoup de créanciers. On a Futurpreneur, qui est un de nos commanditaires. Mais il faut faire attention à ce que tu donnes en garantie aussi. Parce que plus ton entreprise est jeune, plus tu vas tu vas donner un rein ou un bras là, en garantie. Toi, Étienne, à tes débuts, as-tu eu recours à du financement? Ben, clairement, en fait, le premier chèque que j'ai reçu, c'était 50 000 $, puis c'était la Caisse de l'Ouest de l'île de Desjardins qui a daigné de nous rencontrer, mais ça a été vraiment game changer. Ça a été un life saving. Puis après ça, c'était Futurpreneur qui était, dans le fond, un prêt sans remboursement de capital puis sans intérêt la première année. Fait que ça, c'était génial. Non, tu payais les intérêts, mais c'est sans remboursement de capital. Fait que ça a été le kick. Je pense que juste là, en financement non dilutif, on est allé chercher à peu près 250 000 $. Donc, c'est vraiment important de bien choisir et de bien négocier aussi sa dette. Tu sais, c'est de ne pas accepter l'offre qu'on se fait nécessairement d'emblée. Tu peux négocier certains termes. Là. C'est ça qu'on a commencé à faire. Nous, au niveau des garanties, par défaut, la banque, elle nous demandait de donner notre vie en garantie. Puis on a dit non, regardez, ça fait 6 ans qu'on existe, on a tout le temps été positif, on a tout le temps bien repayé nos choses. On ne cautionne pas. On ne donne pas de garantie. Donc, puis ça a fonctionné. Donc ça, je pense que c'est important de bien négocier à ce niveau-là. Je te vois, Étienne, le regard un peu exaspéré. Non, mais vas-y, donc. T'as pas de l'air trop d'accord. Non, mais il y a juste un concept de base parce que, tu sais, un entrepreneur, tu as besoin d'argent. Puis là, pas de dette. Ben, OK, si tu prends pas de dette, fine enough, c'est quoi tes autres alternatives? Ben, c'est lever du capital. Donc, ça faire un appel au capital, tu émets des actions, tu vas chercher un venture capital, un ange investisseur. Alex, t'es passé par là, tu as fait rentrer un partner dans le business. Mais on va juste se le dire, là, ça, c'est le financement qui coûte le plus cher à terme. Un entrepreneur qui se dilue, qui vend des actions de sa compagnie, il laisse beaucoup plus d'argent sur la table que d'aller chercher une dette à 6 %. Là. Mais c'est quoi le problème avec ça, Étienne? Vraiment, particulièrement si vous êtes dans votre première entreprise, si vous êtes vraiment avec un produit qui est un peu plus risqué, comme avec la technologie, comme avec un restaurant, pourquoi pas aller trouver un investisseur, quelqu'un qui va, oui, partager la richesse, les profits. Vous allez en bénéficier avec une expérience, vous allez gagner un revenu. Oui, vous allez partager dans les profits, mais de ne pas vouloir partager à la fin, oui, je comprends, mais sinon, vous êtes juste en train de partager vos profits avec une banque. Et c'est cette banque qui va recouvrir tous les profits parce qu'il faut repayer cette dette. Alors, d'une façon ou l'autre, c'est quelqu'un qui prend cet argent.
Dans le fond, toi, Étienne, tu as l'impression que si tu veux rester seul maître à bord, t'es mieux de t'endetter, mais Noah t'a dit en quelque part, tu n'es pas le seul maître à bord. Il y a la banque qui t'a financé qui devient aussi maître à bord avec toi, non? Ce qui est important quand tu prends une dette, Pat, aussi, c'est qu'est-ce que tu finances avec cette dette-là. Tu sais, si tu finances parce que tu as besoin de cash flow ou parce que, exemple, tu n'arrives pas à faire ton payroll, bien, ça, souvent, puis je l'ai fait là, dans la première année, on était chercher un prêt à la BDC qu'on n'aurait probablement jamais dû aller chercher. Mais c'est que souvent, ça cache un autre problème que tu dois adresser. Tu sais, si tu es prêt de faire ton payroll, ben aller chercher une dette, c'est pas la solution. Là. C'est peut-être parce que, justement, tu n'as pas assez de ventes pour le nombre d'employés que tu as. Peut-être qu'il y a trop de dépenses. Fait que c'est ça qu'il faut analyser bien comme il faut avant d'aller chercher une dette. C'est quoi le pire qui peut arriver avec trop de dettes? On va se le dire, là, c'est faire faillite. Faire faillite personnelle. Puis, tu dévalues ton entreprise aussi. Tu dévalues ton entreprise. Puis, mettons que ton entreprise, ça ne marche pas, puis tu as pris plein de dettes au lieu de plein de financement en capital. Ben, c'est que ton entreprise va faire faillite et toi aussi, en perso, tu vas faire faillite. Puis, je trouve qu'il y a vraiment un dogme autour de la faillite où est-ce qu'on en a peur comme la peste, mais je connais des entrepreneurs qui ont fait faillite. C'est pas si pire que ça, là. Moi, je veux juste aborder peut-être cette nuance-là. Bill Gates, un épisode des Dérangeants ne serait pas un épisode si je ne citerais pas un entrepreneur. Gates dit jamais je vais investir dans un entrepreneur qui n'a pas déjà fait faillite parce que tu apprends des choses dans le processus que ça te reste à vie. Puis si tu es pour faire faillite une fois dans ta vie, ben je veux pas que ça se passe avec mon cash. Mais j'ai l'impression qu'on a peur de la dette comme la peste pour les mauvaises raisons. Ben, une chose, ce n'est pas vrai du tout que Bill Gates n'investit seulement dans des entrepreneurs qui ont déjà plaidé qui ont eu une faillite. Alors, je pense, je comprends le commentaire et ça, effectivement, ça développe des bons instincts et des bons réflexes. Mais est-ce que tu as déjà vécu ça? I mean, vraiment le stress d'avoir zéro crédit, pas capable d'avoir une carte de crédit, pas capable de louer un appart. Peut-être si vous avez de l'argent personnel qui peut vous aider à rebondir, mais si vous n'avez pas de escape plan et vous arrivez à plaider faillite, vous êtes pas mal fucké pendant 7 ans. Et ce n'est pas facile d'en sortir. L'avez-vous vécu, ça, Alex ou Étienne, ce moment-là de dire, OK, tabarouette, je m'endette-tu pas, OK, oui, puis ça se passe comment le soir, là, quand tu te réfléchis avant d'aller te coucher? Là, étiez-vous bien stressé ou pas? Mais quand tu startes ta business, puis que là, tu vas te chercher un prêt personnel, puis que tu dis que tu es à ton compte, c'est comme si tu avais fait faillite au début de toute façon. Il n'y a personne qui veut te prêter rien ou quoi que ce soit. Tu es vu comme la peste. Tu sais, si tu veux t'acheter une maison puis tu viens de starter ta business puis ça fait 1 an ou 2, bonne chance. Tu as besoin d'avoir des méchants revenus. Là. Je sais pas ce que tu en penses, Étienne, là, mais... Non, moi, c'est quand même très drôle parce que pendant la COVID, j'ai pris le temps de faire un peu de ménage dans mes finances personnelles puis de backtracker des comptes. Puis je suis revenu... J'ai tout rentré mes transactions dans un logiciel qui s'appelle Weldica pour voir un peu ce qui s'était passé. Puis je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais dans marde avant de vendre Biogénique. Puis j'étais vraiment dans le négatif. Je le regardais juste pas pour être un imbécile heureux. Donc c'est juste, j'y allais in, puis j'étais endetté de partout. Puis c'était des refinancements sur refinancements. Puis mes cartes de crédit étaient pas payées. Mais je pense que il y avait un peu d'insouciance là-dedans. Puis là, ce qui me fait peur, c'est est-ce que je vais être capable de prendre cette insouciance-là? Est-ce que je vais avoir aussi faim pour une prochaine entreprise puis être autant all-in? Je sais pas. Mais c'est sûr et certain que d'avoir un plan B, c'est jamais une bonne idée. C'est comme, ton plan A, c'est le seul qui existe. Puis, faut que tu fonces parce que tu vas toujours vivre avec le et si j'avais été all-in? Et si j'avais fait ça complètement? C'est ça qui me fait peur. What if? What if? Et je suppose qu'une dette, un endettement, faut le voir comme un soulagement temporaire en quelque part. Là. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir comment est-ce qu'on va faire pour... Non, Étienne, t'es pas d'accord avec ça? Vas-y donc. Mais est-ce qu'une hypothèque sur ta maison, Pat, est un soulagement temporaire? Tu as ton cash flow, à chaque mois, tu as ta paye qui rentre, puis tu sais qu'il y en a 2000 ou 1500 pour aller payer l'hypothèque. Ça fait partie de tes dépenses quotidiennes. Puis tu te dis, ben dans 30 ans, 35 ans, ça sera payé, puis c'est tant mieux. Mais tu sais, tant que ta business grossit, puis que tu prends une dette, mettons, on va dire 500 000 ça coûte 10 000 par mois, mais que tu as l'argent pour la payer, c'est pas un soulagement temporaire. Ça fait juste partie d'un effet levier qui dit, ben j'ai les liquidités pour payer les paiements mensuels. Puis
Si j'ai plus de liquidité, ben, je peux peut-être aller chercher plus de paiements mensuels en me gardant un buffer, éventuellement, pour être trop dangereux. Mais c'est d'accélérer. Parce que si toi, tu n'accélères pas comme entrepreneur, tu as un compétiteur qui risque de le faire à ta place. OK, ben je te pose la question en ce sens-là. Mettons que demain matin, il y a un entrepreneur qui vient vous voir. Son entreprise, elle est fondée sur des prêts et des subventions. Ça ne repose pas nécessairement sur des bases ultra solides. Est-ce que vous investissez là-dedans? Noah? Ça dépend c'est quoi leur plan. Ça dépend vraiment. Il y a beaucoup d'entreprises et moi, je prends la perspective des entreprises dans l'innovation émergente, dans les technologies émergentes et ça coûte cher avant d'arriver à votre produit final. Et je connais plein d'entreprises qui ont vraiment développé des technologies assez hallucinantes et avaient besoin de s'endetter pour vraiment raffiner et arriver à un produit commercialisable. Et là, si cette entreprise venait vers moi et disait, regarde, là, on est prêt, on a juste besoin X dollars pour commercialiser, pour faire notre marketing, pour effectuer les ventes, ben oui, absolument. Mais si une entreprise après 5 ans d'existence n'a jamais démontré qu'ils étaient capables de tourner un profit ou de moins au moins de me montrer que c'est quoi leur plan pour l'avenir qui va générer énormément d'argent, ben non, dans ce cas, absolument pas. Alors, faut vraiment, vraiment, personnellement, je suis un peu contre avoir des dettes si c'est pas absolument nécessaire. Mais il y a des situations où les gens utilisent les dettes d'une façon très créative. Et il y a plein d'entreprises qui existent avec l'utilisation des dettes créatives. Et il y a une façon de faire ça dans notre comptabilité qui, en fait, même donne une bénéfice dans vos impôts. Alors, c'est une question compliquée, Pat. C'est très compliqué. Je réfléchis en même temps. toi, Alex, quelqu'un vient te voir là, puis viens donc investir dans mon entreprise. OK, ouais. Mais c'est fondé surtout sur des prêts et des subventions. Mais si on y va avec l'approche requin que certaines personnes m'ont écrit que j'avais des fois, ben quelqu'un qui a beaucoup de dettes, tu peux dévaluer, driver down la valeur de l'entreprise, donc pour ton investissement, en avoir plus. OK? Bon. Ouais. Ceci étant dit, comme Noah dit, il y a des entreprises qui sont justifiées d'avoir des dettes. Tu sais, je prends, mettons, Étienne de Biogénique, ben pas mal sûr que quand tu as commencé, tu avais pas mal d'équipements achetés qui coûtaient vraiment cher. Fait que tu peux pas faire de la génétique sans ces équipements-là. Même chose si j'achète un cabinet de dentiste, ben je m'attends à ce qu'il y ait de la dette d'équipement, mais là, ça, c'est pas le même principe. Par contre, si c'est de la dette qui a financé des événements de team building, des voyages ou des trucs comme ça qui n'ont pas un retour direct, ça me fait plus peur parce que ça démontre un mauvais processus de décision. Ça, c'est de la mauvaise dette. Là. Tu l'as, un soulagement temporaire, tu peux faire ton événement de team building. Après ça, tous les mois, tu as du cash flow qui s'en va, puis tu n'as aucun retour. Là. Ça, c'est une mauvaise dette, selon moi. Okay. Quasiment Pierre-Yves McSween qui dirait c'est une dette de consommation ou une dette d'investissement. Oui, c'est pas fou. C'est carrément. Puis, pour répondre à ta question, Pat, moi, je dirais oui. C'est pas un bloquant pour moi d'investir dans cette startup-là parce qu'il y a un concept qui s'appelle la vallée de la mort dans le financement. C'est n'importe quelle entreprise en technologie qui investit beaucoup au début pour arriver avec un gizmo à vendre. Le jour où ils ont leur gizmo, c'est là, en fait, qu'ils ont besoin de capital pour vraiment aller en dollars marketing. Mais c'est sûr, obligatoirement, qu'ils ont eu 2-3 ans de déficit accumulé à leurs états financiers. Puis, au Québec, au Canada, on est connu qu'on a la vallée de la mort où est-ce que après ce 3 ans-là de développement, tu as plein de déficits sur tes états financiers, tu n'es plus finançable, il n'y a plus d'argent disponible. Mais là, c'est là que tu es prêt à vendre, c'est là que tu as besoin de comme déployer. Puis tu es quasiment mieux de transférer ta technologie dans une nouvelle coquille, partir à zéro avec des états financiers tout blancs. Puis là, tu es plus finançable que quand tu traînes ton 3 ans de dette, finalement. Fait que moi, je trouve qu'il y a des belles opportunités qu'on laisse passer à cause de la vallée de la mort. Ouais. Mais c'est un bon point, puis tu as raison. Tu sais, si on prend, moi et Étienne, on était en Chine, puis on avait avec nous le fondateur de Smart Halo. Puis je me rappelle que lui disait, là, moi, j'ai épuisé tout mon financement possible, tous mes investissements possibles. Si je fabrique pas puis je livre pas d'ici la fin du mois, c'est fini. Donc lui, il avait étiré son runway là au maximum. Et si c'était pas manufacturier le produit, on ne connaîtrait pas aujourd'hui ce produit-là. Là. Donc ça, c'est la vallée de la mort, c'est un phénomène qui est très réel. Oui, puis Xavier. Je pose la question. Ouais, vas-y. En fait, il y a un programme d'investissement Québec
c'est Creative Innov ou Innov, quelque chose comme ça. Qui finance la vallée de la mort. Donc, il est tombé vraiment pile poil, mais c'est un que je connais puis j'en connais pas d'autres. Je vous pose la question parce que je constate que ça peut parfois être bon, donc, d'avoir recours à certaines subventions, etc., etc. Est-ce que ça vous est arrivé, vous, de regarder parfois puis de vous dire, tabarnouche, telle entreprise qui demande encore une subvention, est-ce qu'il y en a qui abusent de subventions? Ben oui. Eh oui. Absolument. moi, je pense que le COVID, en ce moment, là, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent le too big to fail pour aller chercher des subventions. Et quand je vois toutes les compagnies de retail, à chaque jour, il y en a un qui disent qu'ils sont dans la misère, qui vont se mettre sur la protection de la faillite. Quand tu lis le texte, tu te réalises qu'ils disent ils vont faire faillite s'ils n'arrivent pas à renégocier leur entente de location commerciale. Je pense qu'il y a bien des commerces qui servent du COVID pour renégocier ces ententes-là, puis ils ne sont pas si dans la misère que ça. Là. Étienne? Dans le domaine de la santé pharmaceutique, c'est incroyable à quel point toutes les entreprises, les entrepreneurs que je connais ont un poste, une personne à temps plein, que sa job, c'est d'écrire des fonds. C'est juste ça qu'elle fait. Puis elle rembourse son salaire. Là. C'est probablement souvent des PhD, des gens qui ont des bonnes jobs. Mais c'est ça qu'elle fait tous les jours. Elle screen tous les programmes de subvention, de financement pour aller justement faire des effets leviers là-dessus. Puis, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que ça n'en est pas une bonne? C'est là, ça existe, mais il y a un côté éthique à se poser d'avoir quelqu'un à temps plein que son bonus à la performance, c'est le nombre de subventions qu'il est capable d'aller chercher. On dirait que c'est comme pas ça l'entrepreneuriat pour moi, de manière philosophique, là. Noah, toi? Mais moi, j'ai vu plein de PME qui existent que par des subventions. Des entreprises littéralement qui payent la direction des salaires exorbitants, qui ne livrent jamais vraiment leurs produits, qui continuent à faire la recherche et développement ou soit faire un peu de service conseil pendant qu'ils développent leurs produits futurs. Et vit de mois à mois, de subvention à subvention. J'étais même à une table ronde avec plusieurs entrepreneurs qui plaignaient qu'ils avaient plus accès à des subventions après avoir allé déjà chercher presque 7 millions de dollars auprès du gouvernement dans 5 ans. Et il n'a jamais tourné un profit. Il a jamais vraiment vendu des services, mais lui gagnait un salaire de 150 dollars par an. Il promenait dans son Mercedes, mais par contre, il a besoin d'une autre subvention. Alors, ça existe pour les grands, mais il y a aussi des gens qui un peu comme Étienne avait mentionné, qui sait comment jouer le jeu des subventions et si tu sais comment le système fonctionne et tous les buzzwords à utiliser, comment remplir tous les formulaires, tu peux vivre par des subventions pendant plusieurs années ici au Québec. Mais il y a une question d'éthique et ce n'est vraiment pas quelque chose c'est vraiment pas quelque chose où j'approuve. Mais regarde, je vais reprendre un point, Pat. Ta question, c'était est-ce qu'on investirait dans une start-up est assez bâtie avec des subventions puis de la dette? Il y a 2 éléments dans ta question. Il y a subvention et il y a dette. Ouais, une business qui s'est bâtie sur les subventions, non, j'investirais pas. Une business qui s'est bâtie sur de la dette, puis que l'entrepreneur l'a contre-signé en perso, que sa maison est en garantie, puis que lui est en garantie, puis son chien est en garantie, ça veut dire qu'il croit en s'il vous plaît, là. Donc, ça parle beaucoup sur la personne qui est derrière, puis qui est en ligne. Fait que ça, moi, j'aurais envie d'embarquer dans le train d'une personne qui a une épée de Damoclès tous les soirs qui se couche, là. OK, donc, je vais vulgariser ça de manière peut-être grotesque, là. Mais de ce que tu me dis, dans le fond, c'est que quelqu'un qui s'endette, toi, tu le vois comme un gars qui a le couteau entre les dents puis qui croit son entreprise, et quelqu'un qui va plutôt aller vers les subventions, tu le vois plus comme un quêteux. Ben, ouais, il y a un côté t'as le goût du sang quand t'as de la dette parce que ça veut dire que tu demandes une subvention si justement t'es rendu là, mais si toi t'as pas mis une scène ou $1 de dette de garantie dans ton entreprise, mais que tu vas demander 7 millions comme Noah dit, j'ai un peu de misère avec ça, comme entrepreneur. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Étienne, Alex, Noah, merci beaucoup pour ce débat. Civilisé quand même, mais toujours aussi franc. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises, fière d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
La question du public aujourd'hui nous vient de Raphaël Poirier, qui est vice-président chez SLRR, qui est un cabinet de traduction offrant des solutions langagières complètes aux petites, moyennes et grandes entreprises. Alex, est-ce que tu veux nous lire la question? Bien sûr. Avec la diminution des demandes de services en cabinet, seriez-vous plus en mode investissement massif en marketing pour aller chercher le maximum de contrats ou seriez-vous plutôt porté à diminuer les coûts en marketing le temps que l'économie se replace? Qui veut répondre à ça? Ben, moi, je peux me lancer parce que, en effet, tu sais, le service, c'est censé être proportionnel à tes revenus. Tu sais, tes dépenses sont proportionnelles à tes revenus. C'est ça la base du service. Quand tu as un produit, ça peut être beaucoup plus, l'équation est différente. Mais si tu n'as pas de contrat qui rentre, techniquement, tu n'es pas censé avoir personne à payer. Mais, donc, est-ce que ton dollar marketing pour aller chercher des contrats devrait être là maintenant? Ça dépend de ton runway, ça dépend. Est-ce que tu fais un petit test, tu mets un 1000, 2000, ça lève, ben vas-y, continue. Mais si tu es rendu un coût d'acquisition, ça fait 15 000 que tu as mis, puis tu n'as toujours pas un foutu contrat qui est rentré, ben ça veut dire que tu t'es saigné. Fait que ça devrait pas être un investissement massif d'un coup. Moi, je pense que une bonne stratégie marketing, c'est du multicanaux avec un séquencement, puis tu signes pas le chèque du jour 1. Ouais, je suis d'accord avec cette approche-là. Puis je renchérirais en disant de pas mettre du marketing dans des secteurs que tu sais que ça fonctionnera pas. Par exemple, nous, on a un produit pour la construction, mais on sait qu'en ce moment, c'est pas le temps. La construction vient de repartir. Les gens, ils sont débordés d'ouvrages, ils ont pas d'argent, ils ont du manque à gagner. Donc, faire des pubs en ce moment, c'est pas le bon moment. Il faut attendre un peu plus tard. Donc, on va canaliser l'argent vers d'autres secteurs que les autres sont possibles. Tu sais, ça donne rien de faire une pub pour des pelles à neige, c'était du 24 juillet. Là. Mais oui, moi aussi, je suis une firme de service et je sais que ça va être assez difficile pour nous d'aller chercher des nouveaux clients dans cette période. Alors, et de plus en plus, je sais que les médias sociaux, tous les pubs en ligne sont un peu inondés avec du bruit et les gens un peu sont en train de éviter de regarder les médias sociaux parce qu'il y a trop de mauvaises nouvelles. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai commencé à faire du cold calling. J'ai appelé tous mes anciens clients, mes leads, tous les gens dans mon réseau pour parler que j'étais prêt à aller démarrer des nouveaux mandats et de juste s'assurer que j'étais sur le radar parce que je ne croyais pas que je pouvais vraiment investir pour aller chercher du business dans cette période. Je vais avoir besoin d'attendre à cet automne ou peut-être même hiver 2021. Merci beaucoup, messieurs, pour vos réponses. J'espère, Raphaël, que ça répond donc à ta question initiale. C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com/911. Les dérangeants. Bon, ben, l'air de rien, la gang, c'est déjà terminé pour cette 3e saison-là. C'est un rap! Oh! Hein? Attention, pour l'occasion, je vais repartir ma vidéo. Je veux vous voir, je veux que vous me voyez. Hey, bon! Hey, gars! Je vais... Puis vous direz votre petit mot de la fin aussi, mais je voulais, parce qu'évidemment, ils sont pas là, je voulais remercier Carlo, Marie-Claude, Marie-Philippe, David également, qui sont pas de l'épisode d'aujourd'hui. Je sais pas pour vous, je trouve que ça a été une 3e saison fascinante, mais quand même, on va se dire, complexe à plusieurs égards avec tout ce qui est arrivé avec la COVID et tout. Mais écoute, Pat, je pense que pour cette 3e saison-là, ça vaut la peine de remercier aussi tous nos partenaires. En fait, je pense à Desjardins Entreprises, Linda Quash, Caroline Thieblot, Karen Lafleur qui nous ont appuyés depuis le début du projet. Chez Garlings WLG, Delphine Robert avec nous depuis le début, maintenant 3 saisons. On a cette année le groupe ARP, Alexandre Parizeau, Jean-Philippe Caron, David Dion et Anne-Cécile Cotin qui se sont joints à l'aventure. Chez Futurpreneur Canada, merci grandement à Maryse Gingras et Aurore Ève. On remercie également nos partenaires de production chez Underground, Steve Labbé et Charlotte Lamoureux. Ici, chez Cogeco, Jocelyne Jourdouin, Toby Forget, Sébastien Lapierre et à toute l'équipe en coulisses, Maxime Roberge pour la recherche. Notre sage derrière les dérangeants, l'unique et l'humble Hugues Chandonnet de Déraison, qui est l'idéateur. On remercie nos invités, toute une brochette encore cette année, François Lambert, Pierre Cloutier, Anthony Vandram, Chantal Lévesque, Guy Cormier, Alexandre Taillefer, Martin Hainaut, Pierre-Yves McSween, Éric Naman, Vincent Goudzo, Louis Morissette, Julie Snyder et Christiane Germain. Je pense que, guys, on peut se donner une bonne main d'applaudissements. Ça a été une belle brochette d'invités qu'on a eu cette saison. Oh oui. C'était pas pire comme 3e saison. Le listing est bon. Très, très bon. Pat, est-ce que tu te couches moins niaiseux le soir, là?
Ah, moi, mon gars, ça fait 2 ans que je sens mon quotient intellectuel monter à chaque semaine. Grâce à vous. Mais une fois par semaine seulement quand tu nous parles, c'est ça. C'est ça. Yes, sir. Merci beaucoup tout le monde. Encore une fois, merci aux milliers de personnes qui nous écoutent épisode après épisode. On espère de vous retrouver pour une saison 4. Bye tout le monde. Merci. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants!